me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr. Et la bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle saison. Oui, on est encore dans le début de saison, c'est septembre, on se met petit à petit en jambes et on va partir loin, on va s'évader à la fois au cinéma, en comics, en série, on va vous parler de super-héros. Quoi ? Comment ça ? Encore les super-héros ? Oui, encore les super-héros, sauf que on prend un petit contre-pied. On va pas pour vous parler du DC Universe, on va pas vous parler du MCU non plus. D'ailleurs, si vous voulez nous entendre parler du MCU, il y a notre épisode 5 juste pour ça sur le futur de Marvel au cinéma. Non, on va partir de Gen V, le spin-off de The Boys qui sort prochainement le 29 septembre pour nous aussi faire un petit pas de côté en mode spin-off sur les super-héros actuellement dans la pop culture et revenir aussi sur l'histoire, en tout cas au cinéma dans un premier temps, sur ce qu'a été les super-héros. Il n'y a pas eu que des succès, il n'y a pas eu que des bons films, vous vous en souvenez plus ou moins. En tout cas, on va remonter un petit peu le temps pour vous. Je suis flegmatique. Je suis très content évidemment de vous retrouver encore dans ce nouvel épisode et à mes côtés j'ai bien sûr ma Dream Team de X-Men First Class et bien sûr il en fallait un, il fallait celui qui nous réunit tous, c'est notre professeur Xavier, c'est la sagesse incarnée, c'est Menro bien sûr. C'est beaucoup d'honneur et un peu plus de cheveux chez moi quand même, hein, c'est bien. Voilà donc bonjour tout le monde, bonjour. Content de parler des super-héros et de faire ce pas de côté parce que c'est vrai que le MCU et le DCU maintenant il faut dire comme ça, on en a mangé, on va encore en manger. C'est cool de voir ce qu'il y a à côté un petit peu et de se rappeler ce qu'il y a eu. Donc voilà, très content. J'ai plein de choses à vous. Voilà, papy a des souvenirs. Et c'est un peu notre Malicia, il peut toucher, il peut deviner ce que pensent les gens rien qu'en les touchant. C'est bien sûr Otaksu, comment ça va ? Je suis assez admiratif du fait que tu vois mon crâne luisant mais que tu ne me donnes pas le professeur Xavier. Merci beaucoup. Ça a été ma première idée pour être honnête, mais je trouvais ça un petit peu trop facile. Donc tu m'as donné quelqu'un qui touche tout le monde. Je ne sais pas comment le prendre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, pareil, assez content d'avoir cette opportunité d'aller en fait au-delà du MCU parce que c'est vrai que ça fait tellement 10 ans qu'on ne parle que de ça, alors que quand même le genre du super-héros a aussi beaucoup plus à offrir. C'est enfin l'opportunité d'en parler, quoi. On a connu ça avant Marvel, rappelez-vous, et oui à l'époque, mais on a aussi en parallèle, il y a aussi des choses qui continuent de sortir. C'est pas, on a tendance à le résumer à ce que c'est aujourd'hui et ça prend une place telle que il n'y a pas c'est tout à fait logique d'avoir ce sentiment-là, mais on peut aussi se demander est-ce qu'on est allé au bout, est-ce qu'il y en a pas marre tout simplement, est-ce qu'il y a encore des solutions alternatives qui existent, est-ce qu'on peut continuer à dire qu'on aime ça sans être regardé un peu de haut par certains qui pensent qu'on est un petit peu trop concentré sur l'MCU. Voilà, on sait un peu toute l'idée de ce podcast et on part aussi du principe que Gen V évidemment on ne l'a pas encore vu, c'est pas encore sorti à l'époque où on enregistre, donc on vous en parlera pas. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on aime plutôt bien The Boys, voilà, avant d'attaquer le reste. Il y a un article signé Menro sur legrandpop.fr. Tu as quelque chose à nous en dire brièvement avant d'attaquer le sujet principal ? Que c'est un produit, une œuvre proposée par Eric Kripke et que évidemment comme d'habitude je conseille toujours de regarder ce que fait ce monsieur. C'était le papa de Supernatural bien sûr. Et donc The Boys évidemment. Et puis c'est aussi un comics. Voilà, donc encore une fois ça va pas, l'inspiration va chercher dans un terreau qui est assez fertile. On va attaquer, messieurs, si vous le voulez bien. Et là, on part de loin. On part de loin, littéralement. On va arriver à une époque où les super-héros n'ont pas été forcément toujours ce qu'ils sont aujourd'hui, à savoir une marque reconnue, connue et reconnue de tous, où on associe ça vraiment à des gros blockbusters qui font des millions au box-office. Non, il y a eu un moment, il y a eu une période plus compliquée que ça. Rappelez-vous ce doux monde des années 90. On a eu cette période
Fast, on va dire, fin des années 70, 78, le Superman de Richard Donner avec Christopher Reeves, qui est devenu un petit peu le premier film de super-héros moderne où vraiment on exploite une figure très très connue de l'univers des comics américains et on en fait un blockbuster qui cartonne. Les années 80, les suites ont été un petit peu plus compliquées. Menro, t'en gardes quelques souvenirs ? Non, moi, je suis un enfant des années 80 et des années 90, un ado des années 90. Et du coup, c'est vrai que même les personnages de super-héros, si j'avais pas eu un grand frère qui lisait Strange, je serais vraiment passé à côté. Du coup, je me souviens tout petit, dans le camping-car où j'allais en vacances avec mes parents, d'imaginer en lisant voilà, un spécial Strange sur les X-Men, me dire, mais t'imagines en jeu de combat comme Street Fighter. Bon, ils l'ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'idée avant. Ce que je veux dire, c'est que les super-héros, c'était un peu ringardos. Je vois, c'est un des titres que tu as mis dans le runner, dans le déroulé de l'émission. Mais il y avait vraiment ce côté-là. Moi, j'arrivais avec tout mon bagage qui vient des jeux vidéo, qui vient de l'animation japonaise. Donc, je suis de la génération Club Dorothée. Donc, il y a tout ça. Et il y avait vraiment un côté où les super-héros, les comics et tout ça, c'était un peu le truc des années 70 qu'on avait un peu mis de côté, quoi. Et il faut vraiment arriver, même les films, ça, il y a un petit succès d'estime pour certains trucs, on va en parler, mais c'était vraiment un truc qui était ouais, c'était la génération d'avant qui avait ces trucs, et puis nous maintenant on avait nos vrais super-héros, c'était Son Goku, c'était Seiya, c'était Nikki, c'était tout ça, quoi. C'est ça qui m'amuse aussi un peu dans cette vision-là, c'est que je me souviens de cette époque aussi quand j'étais gamin, donc moi plus 90, début 2000, où les mangas et les animés avaient commencé à exploser, et exploser vraiment à partir du Big Tree, lisez legrandpop.fr évidemment. Mais pour ce qui était des comics, il y a eu ce début où même lire des comics en France, c'était un peu genre pour les mecs qui se prenaient pour des Américains, quoi. Genre, tu pouvais les voir un peu en maison de la presse ou un truc comme ça, mais il y avait peut-être, je sais pas, 2 titres qui sortaient sur la vingtaine qui sortent vraiment aux US. Et du coup, même si tu pouvais parler un petit peu aux parents, aux trucs comme ça, où tu avais effectivement des vieilles adaptations, il y avait aussi cette idée que flotter toujours un petit peu dans l'air cette tradition orale des héros de comics où Superman c'était une émission à la radio avant que ce soit autre chose. Il y avait cette série live action, j'ai envie de dire, mais avec des véritables acteurs de Batman fin 60 où c'était pour les enfants, mais il n'y avait jamais vraiment cette idée de ça appartenait à tout le monde. Et il y a un truc aussi qui est vraiment notable, c'est que on est vraiment dans une période où le comics américain subit de plein fouet trop de sorties, trop de personnages, trop de reboots, trop de personnages secondaires, de personnages qui meurent mais qui reviennent, des scénarios complètement farfelus, et ce qui entraîne Marvel à faire la série Ultimate où on reboot tout, mais pour de vrai. C'est-à-dire que on fait un énorme ménage, tout ce qu'il y a eu avant on l'oublie. Et tu vois, donc il y avait vraiment ce côté où le comic c'était compliqué. Catastrophe financière, ils étaient vraiment sans mâcher mes mots dans la merde. Sauf le milieu indépendant peut-être un peu. Sauf à cette période-là, Dark Horse, tout ça, 90, il y a eu la gamme Vertigo de DC qui a pas mal explosé, parce que justement ils ont commencé à plus tabler sur les adultes et ça a bien marché. Marvel est resté dans ses créneaux habituels et s'est planté nez contre le sol, et a du coup commencé à revendre ses licences d'adaptation, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive quelque part aux premières adaptations dont on va parler un peu plus tard. C'est ça, c'est que d'un côté les comics se cherchent dans les années 90, et ce qui veut dire que niveau adaptation, dans les années 90, on a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même en termes de ton, en termes de typologie de film, on part un petit peu dans tous les sens. Vous les avez sûrement pas vus, mais dans les années 90, on a eu le droit à des premières adaptations de Captain America et des 4 Fantastiques qui sortaient directement en vidéoclub. Enfin voilà, c'est même pas sorti au cinéma chez nous, alors qu'on est quand même à une époque où globalement tout sortait plus ou moins au cinéma, et donc ça non. Il y avait une vraie condescendance sur ce genre de produit. Bioman et les Sentai avaient un peu cartonné, et Power Ranger était en train de justement devenir un phénomène, parce que ça l'a été, faut pas l'oublier. Et on a vraiment ce sentiment que
Oh bon, c'est vrai que nous on a les droits de ça, vas-y on fait un truc mais même pas trop d'argent, hein, Johnny. Alors attention, parce qu'il y avait aussi le fait qu'ils possédaient les droits qu'ils avaient achetés à Marvel pour franchement 2 francs 6 sous, et que dans leur contrat, ils devaient faire des adaptations régulières, sans quoi ils perdaient les droits d'adaptation. Donc en fait, la plupart des productions qu'on voit des années 90 et relatives aussi aux années 80, c'est vraiment on veut garder ce truc-là potentiellement, mais on s'en fout complètement actuellement, donc donne-moi Jean-Michel Random qui a un camcorder Sony dans un coin, fais-moi une merde avec des acteurs absolument pas connus que t'as trouvé dans la rue. Dans un décor de désert, de carrière, voilà. ou des trucs comme ça. Vraiment, la Bioman, c'est pour ça que je faisais le parallèle. Mais alors, par contre, il y a le Superman là, de 78 et ses suites. Moi, c'est un truc, c'est que je sais plus lequel épisode, c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma. D'être dans une salle de cinéma et d'aller voir. Alors, ça doit être le 4, hein, qui est loin d'être le meilleur. Déjà que c'est un peu poussif depuis le départ. Mais là, il y avait une vraie tentative de vouloir faire quelque chose quand même sur le premier Superman. Et il faut attendre 87, 88 avec les Burton. C'est grosso modo la même période, c'est-à-dire que le Superman 4 c'est en 87 et dans la foulée on a le Batman de Burton qui pour le coup là il y a un vrai battage médiatique mais de maboule à l'époque où on nous le bombarde partout. Il y a clairement de l'argent qui est mis dessus avec Burton qui sort de quelques succès mais qui n'est pas encore le monstre qu'il va devenir dans les années 90. John Peters à la production, on va en reparler un petit peu plus tard, mais en tout cas ils mettent le paquet clairement au niveau marketing et ça cartonne comme c'était prévu. Un peu moins au niveau des fans qui sont un peu désarçonnés pour certains, peut-être les fans les plus hardcore de Batman, même s'ils sont assez peu nombreux en France encore. On rappelle qu'on est avant les adaptations en animé, on est avant même Batman à la fin des années 80 n'est pas spécialement une superstar en tout cas en France et en Europe. Il y a eu la série avec Adam West complètement cartoonesque avec des split-plop, voilà, le Joker c'est un espèce de clown d'opérette, c'est une caricature, mais c'est vrai que le Batman a été pensé comme ça à ce moment-là, et là on a quelque chose c'est Tim Burton, c'est ultra sombre, c'est ultra gothique, même néo-gothique, et le deuxième Batman le défi va encore plus loin dans l'imagerie avec tout ce qui est autour du pingouin et de Catwoman notamment, et même à l'époque de la sortie du premier, c'est quand même Prince qui sort la Bad Dance. Moi je me souviens le vinyle à l'époque, ça arrachait partout, la cassette, c'était des trucs. Je l'avais. Et je l'ai récupéré maintenant ma collègue. et du coup il y a un vrai truc, il y a un mouvement. À l'époque il y a Patrick Bruel et il y a Batman. Hein. C'est ça le truc, c'est que. Est-ce qu'on les a vus tous les deux dans la même pièce? Je ne crois pas. Donc toutes les théories sont possibles, mais c'est surtout que le Batman de Tim Burton marque la première fois que, au cinéma du moins, le comics atteint le grand public. Dans ce côté un peu sacro-saint du grand public, on n'est pas au Marvel, mais les darons des chaumières kiffent Batman en même temps que leurs enfants. En fait. Mais c'est fait au sérieux aussi. Il y a une vraie, même si ça respecte pas et que les puristes ont pu rager à l'époque, toute l'histoire du Joker, elle est complètement pas du tout celle que ceux qui avaient lu pouvaient s'attendre. Enfin voilà. Mais en gros. C'est fait au sérieux, il y a une envie de bien faire quelque chose, pas de donner un produit bâclé, etc. Donc déjà, il y a une vraie envie qu'il n'y en a pas eu depuis Superman. On a un créateur qui respecte le truc original et qui a une vision. Et ça change tout bêtement. Et c'est là où justement, très très vite, ça va se barrer en latte, puisque Tim Burton ne va pas réaliser le 3e opus, Batman Forever. Et là, on va commencer à redériver sur ce qu'on avait déjà un petit peu eu avant, à savoir une logique justement très très cartoon comics comme on pouvait se l'imaginer. Voilà, il y a une espèce de retour en arrière, enfin en tout cas au niveau du traitement. Et très très vite, ça va dériver. C'est à peu près à ce moment-là. Merci Joël. On va revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus pensé pour les enfants, très coloré, avec des personnages très exubérants, des costumes qui deviennent très très criards. Et alors Batman et Robin, c'est le festival du mauvais goût, je crois qu'on dit. Ouais, du mauvais goût et surtout aussi des produits dérivés, quoi. C'est-à-dire que vraiment on te met te met la bagnole de Batman, l'avion de Batman, le bateau, la carte de crédit de Batman.
bordel. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, celui-là en cassette Et pour les le coup. tétons sur l'armure, évidemment, parce que c'est important de mettre des tétons sur une armure. Et comme on disait que les années 90 se cherchent, en parallèle on a les Tortues Ninja qui est, avec ses suites qui sont Film déjà... de mon enfance pour Avec le des coup, marionnettes, où hein. j'ai Ouais. absolument poncé la VHS, et même si scénaristiquement Le 2 Le 2, allez, on voilà, va le c'est 2. mignon, mais ils ont quand même réussi à faire comme tu dis un film avec des grosses soutes bien dégueulasses qui reste visuellement cohérent, donc finalement j'ai quand même un peu d'attachement, un peu d'amour pour les Tortues Ninja en C'est live. dans la foulée de films comme La Petite Boutique des Horreurs et des trucs comme ça où il y a la grande plante là qui est fait pareil avec les mêmes technologies de latex machin et ouais c'est vraiment les années 90. C'est un marqueur temporel, je trouve, Ouais. cette technique, quoi. C'est avant le tout digital évidemment hein. Il y a que les plus gros blockbusters qui peuvent se permettre d'avoir un peu d'images de synthèse, donc on est vraiment sur des effets pratiques et ouais, ça fait un peu, on peut pas les prendre au sérieux, mais il y a un affect de la nostalgique peut-être. Ça sent le caoutchouc, mais que ce soit vraiment filmé, qu'ils aient vraiment essayé, quoi. Il y a un effort honnête dans ces productions que j'apprécie quand même. Et en parallèle, on a des choses qui vont plutôt lorgner vers un espèce de côté un peu plus mature, vraiment clairement directement la série B à destination d'un tout autre public, mais qui reste techniquement des adaptations de comics. On a Dredd avec Stallone, et à la fin des années 90, on a des produits comme Blade, où là, on va chercher complètement sur un autre public, sur un autre type de cinéma, enfin une autre destination. Vraiment, on est dans une période un peu... pas d'expérimentation, parce que c'est des films qui sont plutôt des films d'exploitation, mais en tout cas, le film de comics ne sait plus trop sur quel pied danser, et clairement, on est sur, bon, on tâtonne un peu sur ce qui fonctionne sur le moment, quoi. J'irai pas sur ne sais pas sur quel pied danser, j'irai plutôt sur on commence à donner leur chance à une nouvelle vague de créateurs dont c'est les références. Alors, on file pas, c'est pas des grands noms et on file pas un énorme budget, mais il y a ce côté, on a fait des tâtonnements, ça a marché, donc on te laisse un projet comme ça. Ça va arriver un petit peu plus tard, ça. Oui, mais c'est une première vague, donc Ouais. tu vois, c'est là où il y a la vague Nolan, tu vois, genre grand nom, etc. Tu veux faire ça, let's go. Là, c'est la vague Jean-Michel, t'as une idée? Ah, allez, Alors, tu vois. il y a- Et on n'attaque pas, désolé, il faut que je termine sur ça. On n'attaque pas Blade, le Durnambule. Après, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, je pense à Dredd, c'est qu'à cette époque-là, on est quand même dans la grande guerre entre notre ami Stallone et notre ami Schwarzy, et que les deux tentent de se renouveler, parce qu'on arrive à la fin de cette époque-là quand même, du grand duel entre les deux. Il va exploser évidemment après dans les années 90, parce qu'il va être renouvelé justement, et c'est là où tout le monde se cherche un peu, quoi. Et du coup, Stallone qui fait Judge Dredd, c'est parce que Schwarzy n'avait pas encore fait de super-héros. Il a fait le méchant dans Batman, vous allez me dire, mais c'est pas le super-héros, quoi. Et quel méchant. Toutes ces blagues à base de froid. Qu'est-ce qu'on Il aime. nous a refroidi, ouais. Qu'est-ce qu'on aime revoir ça. Hey, cool down ou chill toutes. Il les a toutes fait. Et donc on arrive à ce carrefour des années 2000, et là on commence à avoir un vrai renouveau, un vrai ce que j'ai appelé le début de la rédemption des super-héros. En tout cas, on commence un peu comme tu l'as dit, c'est là clairement c'est la concrétisation de tous ces cinéastes qui ont clairement grandi avec ça. C'est leurs influences, sinon premières, en tout cas quelque chose qui a nourri à la fois leur cinéma, leurs influences, et qui se retrouvent en charge de ces films-là, où il y a à la fois une idée des studios d'exploiter un matériau qui a été un petit peu trop négligé, et à la fois ces cinéastes qui se positionnent en disant mais oui, moi j'ai toujours rêvé de faire ça, alors si tu me donnes les moyens, là j'ai plein d'idées, et ça commence dès 2000 avec X-Men. Avec X-Men qui est réalisé par Bryan Singer, qui en fait marque vraiment l'avènement des comics au cinéma tels qu'ils doivent être traités en vérité. Je pense que la différence avec la période d'avant, c'est que là on a une nouvelle génération de réalisateurs qui veulent créer ces films-là, sauf que c'est des réalisateurs qui
sont déjà un petit peu reconnus, qui ont déjà fait leur pas, qui ont déjà récupéré le grand public pour eux. On est aussi à un carrefour technologique, parce que début des années 2000, on se rappelle que c'est juste après le premier Matrix. Donc vous voyez déjà qu'en termes d'effets spéciaux et de choses numériques rajoutées par ordinateur, Gladiator aussi, à ce moment-là. on pouvait aller beaucoup plus loin. Le X-Men, je pense que particulièrement le premier, il y a énormément de choses à dire dessus. Déjà, le simple fait d'avoir réussi à récupérer des acteurs de cette trempe pour jouer Professeur Xavier et Magneto, qui sont joués par Sir Patrick Stewart et Ian McKellen. Ian McKellen. On est clairement sur des gars qui étaient dans le théâtre, etc., mais qui avaient aussi un petit lien de pop culture où je pense qu'ils savaient que le sous-texte de X-Men était important, était humaniste. On rappelle le X-Men c'est le racisme, littéralement, c'est même pas une métaphore pour le coup. Donc il y a tous ces grands acteurs qui ont été intégrés dedans sur un réalisateur qui savait exactement ce qu'il faisait, même si le gars est de toute évidence un bon gros salaud, mais ça on n'en parlera pas, c'est pas le sujet. Et on a une nouvelle vague qui est remise par-dessus, notamment avec Hugh Jackman, qui encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif et Wolverine. C'est juste impossible de le sortir de ça, quoi. Il y a à la fois cette logique de studio de se dire il nous faut effectivement des acteurs forts, des personnages forts qu'on peut mettre en avant, et quand tu prends Patrick Stewart et Ian McKellen, il y a toi-même, tu sais que ces personnages-là sont importants. Donc tu mets des acteurs qui ont les épaules pour pouvoir incarner ça. Des acteurs du tragique au théâtre. Exactement. Et puis il y a vraiment une logique entre les deux. Ian McKellen est lui-même homosexuel, et donc il y a cette logique de racisme qui peut s'appliquer aussi de traitement de pas mal de minorités. Enfin voilà. Il y a l'histoire du personnage de Magneto avec la Shoah. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et surtout à ce moment-là, Ian McKellen, il est connu pour le Seigneur des Anneaux évidemment, où il joue Gandalf. Mais il a le top de la trilogie est pas encore arrivé. Le boom Seigneur des Anneaux, il est encore vraiment resté dans le milieu fan. Donc on a Ian McKellen qui fait ça. Mais à cette époque-là, Ian McKellen, il est connu pourquoi ? Pour être l'un des plus grands acteurs shakespeariens, qui fait même des one-man shows sur l'œuvre de Shakespeare en Angleterre. Donc c'est vrai d'aller chercher des personnages comme ça du théâtre classique pour aller leur faire jouer des personnages fictifs, alors caricatural, mais avec des capes et des slips. Enfin, même si justement l'une des idées de ce premier X-Men, c'est le premier qui va se dire si on doit le faire en mode réaliste, on veut pas les habiller en jaune fluo, ils en jouent même, ça fait partie d'une des répliques du film. Et toute l'iconographie qui sort de ce premier X-Men, c'est celle qui va faire le cahier des charges, comme tu le disais, de l'adaptation moderne du super-héros. Et puis il y a d'un autre côté ces acteurs comme Hugh Jackman qui se retrouvent intégrés à ces franchises-là et qui comprennent très très vite que eux-mêmes doivent y aller à fond, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de franchise, même si le mot, on est vraiment au tout début des années 2000, donc le mot n'est pas encore aussi mainstream qu'il l'est aujourd'hui, mais eux-mêmes prennent conscience que ça peut devenir vraiment un personnage qui va définir leur carrière et va leur offrir plein de possibilités par la suite. Enfin, non seulement il y a eu 3 X-Men, mais en plus Wolverine était tellement populaire qu'il a été rajouté aux autres, et il a eu le droit à sa propre trilogie à côté. Enfin, il y avait déjà... Et c'est pas fini. Et même si effectivement le premier et le deuxième ont à minima, en tout cas se tiennent, ont vraiment défini, comme tu l'as dit, la matrice un peu du film de super-héros aujourd'hui, avec une sorte d'origin story, ou en tout cas on replace les personnages, et une suite un peu better, bigger, faster, quoi. Alors moi je fais une grosse différence, parce qu'on a dit beaucoup de bien de ce premier X-Men, mais moi j'ai beaucoup de choses à leur reprocher. C'est que je pense que on n'a pas laissé aux créatifs le soin d'aller jusqu'au bout. Il y avait une peur que ça se vautre, et donc il y a quand même quelque chose de vraiment du blockbuster de l'époque. Il y a des garde-fous des producteurs. Ouais, vraiment. Moi je le ressens énormément dans plein de choix qui ont été faits. Par contre, dans le 2, je pense que c'est mon préféré vraiment de cette époque-là. Oui. Le personnage de Stryker, qui est joué par Brian Cox, est absolument incroyable. Il transcende même le comics. Et cette dualité entre Wolverine et Stryker, elle est incroyable, tout ce qu'elle raconte, et je trouve que c'est un film qui va au-delà de c'est un film de super-héros, c'est un film qui raconte vraiment des choses, et c'est pour ça que je le défends énormément, et que tout ce qui s'ensuit derrière est quand même, jusqu'à First Class, hyper compliqué à justifier.
Puis pour rajouter à ça quand même la maestria de X-Men 2, on parle quand même d'un film extrêmement grand public sur un genre qui n'est vraiment qu'à sa naissance, et encore on parle même pas encore de genre à l'époque, où sur le deuxième épisode, après le pari du premier, qu'est-ce qu'on fait ? On met en star principale le mec qui était à peine connu du premier, qui a crevé l'écran, et on va faire un scénario où les militaires américains ont le mauvais rôle. C'est énorme. Surtout qu'on est en 2002-2003. On est en 2002-2003, donc juste après le 11 septembre. Ouais, enfin, il y a des cojones, désolé, je trouve pas d'autre expression, derrière des tripes, merci beaucoup. Derrière la création de X-Men 2, qu'on oublie assez souvent, mais dans le contexte, ça le rend d'autant plus phénoménal, quoi. Et c'était cette période où surtout on avait pas chaque année, mais un film de super-héros sur une année, c'était un événement. En 2000, on a le premier X-Men, en 2003, on a le deuxième, et qui vient s'intercaler entre tout ça, hein. Il y a, encore une fois, là, on parlait de réalisateurs reconnus, très très geeks, qui s'emparent vraiment d'un des super-héros les plus mythiques, en tout cas un des plus appréciés du grand public. Le plus apprécié. Ouais, voilà, qui a toujours cette cote incroyable auprès de toutes les générations depuis des décennies. C'est donc Sam Raimi qui reprend la trilogie Spider-Man et qui en fait des films complètement à son image, et surtout qui, lui, encore plus, je pense, que Bryan Singer, a vraiment ce côté respect absolu d'une œuvre avec laquelle il a grandi, et sa volonté de la traiter sérieusement tout en mettant vraiment sa patte, quoi. Mais je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas forcément bien souligné, donc je veux juste le remettre, c'est que le début des années 2000, c'est aussi... fin des années 90, début 2000, c'est le moment où les producteurs n'ont pas peur d'aller chercher des réals super reconnus dans le film de genre pour les amener au grand public. On a eu du coup le cas Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson, merci. Et Sam Raimi a été l'exemple star, quoi, avec Spider-Man. Sam Raimi qui était connu pour faire des films d'horreur absolument Evil Dead et tout ça, ouais. Voilà, absolument fort, très gore, etc. Et on lui met Spider-Man. Mais n'oublions pas une chose avec le premier Spider-Man, parce que je sens que vous allez faire l'impasse dessus avant de vous redonner la parole. Il y a quand même ce marqueur fort générationnel de la bande-son réalisée avec Sum 41 et Nickelback. Et ça, il fallait le placer, je suis navré, et je vous laisse le micro. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Et de ce fameux trailer perdu dans les limbes d'internet, hein, où vous pouvez le retrouver assez facilement, d'ailleurs pas du tout dans les limbes, mais pour dire que cette Spider-Man qui capturait un hélicoptère dans sa toile entre les deux tours du World Trade Center. Et ça, ils l'ont enlevé après. Il fallait le faire sauter. Mais alors, c'est rigolo ce qu'on disait, c'est que vraiment, pour moi, X-Men plante le cahier des charges, comme on disait, mais je trouve que la façon de filmer les super-héros, c'est Sam Raimi et c'est Spider-Man, c'est la trilogie Spider-Man. Quand on voit ce qu'a donné après sur un Man of Steel, ce qu'a pu essayer Snyder, ce qu'on a essayé de... il fallait capter en fait ce côté surhumain des personnages et d'avoir une réalisation, une mise en scène, un montage qui arrive à suivre. C'est une vraie problématique de mise en scène. Tu regardes encore aujourd'hui la scène de baston entre Spider-Man et Dr. Octopus, on ressort les grands classiques, hein, vous connaissez ça par cœur, mais regardez-la, vraiment. Enfin, prenez le temps de regarder le découpage, la rythmique, la mise en scène. On comprend tout ce qui se passe, ça va à 1000 à l'heure, il se passe plein de choses. Ah bah c'est autre chose que Quantumania. Hein. Et ça, la scène en elle-même a un vrai arc, arrive à raconter quelque chose tout en étant ultra divertissante et ultra lisible, quoi. Il y a quelque chose de beau dans ces films-là, justement, c'est toi, Menro, qui me fait penser, en parlant de Quantum Mania, c'est que quand bien même les effets numériques réalisés par ordinateur sont présents, évidemment, on n'est pas encore à ce moment où on peut vraiment tout réaliser par ordinateur, et on est sur une génération de réalisateurs qui a connu Star Wars, qui veut vraiment des effets palpables, qui soient pratiques, et enregistrés par la caméra, quoi. Et dans le cas de Sam Raimi, surtout, c'est les premiers Evil Dead, c'est des films qu'il fait avec 3 francs 6 sous, où il est de base, dès le début, c'est un cinéaste de la débrouille, et il va essayer de chercher des mouvements impossibles. Oui, mais comment j'ai envie de faire ça, et maintenant je fais en sorte de pouvoir le faire, et peu importe mes moyens, je me casse la tête justement parce que j'ai des contraintes pour essayer de rendre ça le plus divertissant possible, et de me faire kiffer, et de faire en sorte que ça raconte quelque chose.
Et il arrive quand même à le faire, et en tout cas, dans un premier temps, sinon l'imposer, en tout cas, arrive à avoir la main suffisamment libre pour le faire quand même sur des films au budget délirant pour l'époque, quoi. Il y a un truc aussi, c'est que c'est quand même particulièrement les Spider-Man de Sam Raimi, les deux premiers, le troisième un peu sujet à controverse. Donc, mais vraiment, si on reste sur les deux premiers, c'est quand même des films qui racontent des histoires de personnages. Ça raconte des histoires Enfin, en fait, le héros c'est Peter Parker, c'est pas À Spider-Man. l'échelle humaine. Et voilà, et ça c'est des histoires de relations interpersonnages. Ça raconte quelque chose de fondamental, qu'il soit avec une cape, qu'il soit avec une combinaison moulante ou pas. Il y a autre chose au-delà de ça. Il y a l'histoire d'amour avec Mary Jane, il y a l'histoire de comment gérer le deuil avec l'oncle Ben. Il y a cette phrase qui était même pas dans les comics, je crois, de grande force. Un grand pouvoir implique grande responsabilité. C'est devenu un mantra total. À tel point que Sony essaye de la côte sans jamais la côte à chaque fois qu'il fait un Spider-Man, quoi. Et du coup, moi, c'est ça qui me manque vraiment aujourd'hui. Il y a la patte du réalisateur, cette espèce de recherche, de mélange entre le pratique et le numérique. Mais il y a aussi le fait de raconter des histoires et d'essayer de nous toucher émotionnellement, pas juste de nous en mettre plein la vue. Et c'est là où je pense que la phrase de Scorsese sur le MCU, je la comprends. C'est que qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. Mais moi, je comprends le fait qu'on nous dise qu'aujourd'hui, on est devant un divertissement. C'est magnifique à voir peut-être, à suivre. On en prend plein la tronche, mais il n'y a pas ce supplément d'âme qu'il y a eu dans le genre film de super-héros à sa naissance. Que ce soit X-Men ou Spider-Man, en fait, je pense que le manque de moyens, comme les réalisateurs, ont fait qu'il y avait une très grande partie humaine, tout bêtement. Donc il fallait que le scénario se repose sur l'humain. Tu parlais de Mary Jane, etc. Dans l'X-Men, c'est le côté adolescent, c'est l'histoire tragique de Wolverine et des manipulations militaires, etc. Ça, en vrai, c'est genre 80% du film. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, on fait tout reposer, et on le voit du coup à l'industrie des effets spéciaux. Et il y a les 20% de oui, mais il faut quand même un scénar, donc on va dire qu'il fait ça parce que c'est sa fille. On va dire que juste la moindre excuse pour lancer la prochaine scène de 20 minutes en dégueulis d'effets spéciaux, le money shot. Et effectivement, il y a un côté plus divertissement, alors que, faut le rappeler quand même, Stan Lee à la base, son inspiration, c'est justement une inspiration shakespearienne de ces héros, avec l'idée de retrouver l'humain dans le surhumain. Et même si on perd cette notion, je trouve aujourd'hui, ça reste subjectif, c'est un véritable fait qu'on peut retracer dans ces œuvres de l'époque où le respect du comics originel allait avec le respect de la volonté du créateur originel de parler de l'homme à travers des figures surhumaines. Et là-dessus, il y a quelqu'un, en tout cas certains réalisateurs qui sont allés encore plus loin. Pour le coup, on parlait justement de ces réalisateurs-là qui vont prendre le pouvoir, de ces réalisateurs geeks. D'un côté, on a Ang Lee qui va se prendre, qui va lui essayer d'aller chercher la figure de Hulk pour faire justement recentrer sur Bruce Banner encore une fois plutôt que Hulk. La réception a été mitigée, il y a du bon, il y a du moins bon dedans. Il est en plus assez compliqué à regarder aujourd'hui parce que Ang Lee est quelqu'un qui expérimente beaucoup aussi niveau des techniques visuelles et enfin voilà, il appréhende le cinéma aussi d'une manière purement technique, donc il y a des choses qui étaient plus ou moins daté ou peut-être justement trop avant-gardiste à l'époque et qui aujourd'hui ont tendance à faire un petit peu rire. On a Guillermo del Toro qui est pour le coup l'un des geeks suprêmes qui a maintenant pris le pouvoir à Hollywood et on est très content pour lui, mais qui pareil dans les années 2000 c'est lui qui reprend Hellboy, c'est lui qui reprend Blade pour faire Blade 2. Enfin voilà, il y a toute une génération de cinéastes là qui arrivent à prendre sinon en tout cas le pouvoir à faire valoir leurs idées sur des films à gros budget sur lesquels on compte beaucoup et qui peut-être aboutira à derrière la nouvelle mainmise des studios sur les cinéastes en leur disant non, vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin dans vos délires. Mais à l'époque, on avait le droit à ça. Et ça faisait c'était hyper rafraîchissant. On avait des propositions qui allaient un petit peu dans tous les sens. De voir que Guillermo del Toro, qui est clairement un auteur, c'est pas un gars de la commande, on lui donne les Hellboy 1 et 2. Ce qu'il en fait aujourd'hui n'a absolument pas vieilli. Parce que son attention au détail, justement en tant qu'auteur, lui, ça a toujours été très genre je veux que mes trucs soient réels, palpables. Tu regardes un Hellboy 1 et 2.
aujourd'hui, il y a des fois où ça met 100 € à des créations qui sont full digital, quoi. Il y a cet amour du film de monstre à l'ancienne avec lequel il a grandi, donc on fait en sorte que tous les personnages ont on va chercher les costumiers, les maquilleurs pour faire le meilleur taf possible, tout en lui gardant de côté le fait de raconter l'histoire de ce personnage-là et de broder un univers autour de ça, quoi. Je trouve qu'il y a pas mal de parallèles. Je me suis souvent fait cette remarque entre le méchant de Hellboy 2 et le méchant de Thor 2. Avec ce principe d'elfe un peu spatial, un peu dimensionnel, enfin voilà. Et la différence de traitement entre les deux films, les deux personnages, c'est incroyable. Je me souviin toujours à un moment, il y a un gros monstre de mousse qui pop dans la ville, et le méchant susurre à l'oreille du héros: ok, il va tout détruire, mais si tu le tues, c'est le dernier de son espèce, tu fais quoi? Tu vois ce genre de truc, c'est incroyable d'avoir ça dans un film, tu vois, où t'as la moitié, il y a un personnage rouge, il y a un personnage bleu qui a une tête de poisson. Enfin, d'ailleurs, l'inspiration là où Del Toro rend son Oscar, elle est quand même bien pas mal de Abraham Sapiens. Mais du coup, il y a une espèce voilà, c'est la cour des miracles. C'est un truc super, ça pourrait être super casse-gueule. Et derrière, on met de la hauteur de propos et ça, c'est putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et il y a un truc qui, je pense, on doit rajouter. Del Toro est un bon exemple en ça. Tu parlais justement de cette espèce d'homme-poisson. Ce qui fait dire aussi que derrière Hellboy... Forme de l'eau, voilà, j'ai retrouvé. Oui, ouais, j'adore la forme de l'eau. Mais pas le sidekick, mais l'espèce d'oracle de Hellboy, qui est un espèce d'homme un peu chelou. C'est cet acteur-là, dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans toutes les productions de Del Toro, est clairement un mec qui est spécialisé en ça, qui est incroyablement bon pour faire ça. On retrouve un Ron Perlman qui en a chié comme pas permis. Si vous voyez toutes les interviews de Hellboy, clairement c'était un enfer pour lui d'être dans ce costume, mais il a tout donné à 300% à chaque fois. Les réals, les acteurs, tout le monde donnait tout à 300% pour ses films, quand bien même aujourd'hui le budget d'un Spider-Man de l'époque c'est risible pour ce qu'est la production d'aujourd'hui, mais tout le monde voulait y croire. C'était des très grosses productions quand même. C'était des grosses productions, mais pour leur époque, par rapport à ce qu'on met maintenant dans les films, disons que ça pourrait limiter être le film le tarif d'un indé plus qu'un peu de bagou, quoi. Donc on a vraiment tout le monde qui veut se donner un mal fou à aller dans le shakespearien. Quelque part il y a cette espèce on veut prouver que les films de super-héros ne sont pas que des films de super-héros. Alors tout le monde réussit pas l'entrée, hein. Parce que justement, il y a quand même parlons des bouses par pitié. C'est justement le lot de quand un genre commence à exploser et quand un genre commence à se diversifier, tout le monde veut avoir sa part du gâteau, et il y a des idées qui sortent du lot et auxquelles on confie pas forcément les bons réalisateurs. On part dans des délires qui sont pour le coup très de leur époque. Si vous avez grandi dans les années 2000, vous voyez très bien de quoi je parle. On a eu quand même le droit à un Daredevil avec Ben Affleck, Evanescence, Jennifer Gardner, qui a donné son Elektra derrière. On a eu une première adaptation des 4 Fantastiques qui ressemble maintenant à quand même un très très gros nanar friqué. Oui. On a eu du Ghost Rider. On est exactement à ce qu'on disait au début là, quand on parlait des films de Captain America et des Fantastiques des années 90. On est revenu à ça. On prend pas les personnages au sérieux. On est là pour d'abord la cash-money, même si évidemment il y a toujours une dimension économique sur n'importe quel projet, mais là les potards sont quand même un peu trop... c'est les producteurs qu'on fait... on veut trahir la vache déjà. Il y a eux qui ont réussi un truc, donc... vas-y, trouve-moi un gars, trouve-moi un réal et fais-nous ça, quoi. Et puisque ça marche pour tout le monde, on n'a pas de raison d'essayer de s'emmerder à créer une histoire, des personnages, à avoir... si, il faut malgré tout de la production value, il faut que ça ressemble à quelque chose, il faut surtout que les personnages soient non seulement respectueux, mais ça encore, on est encore au début. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont redécouvert ces personnages peut-être dans les comics a posteriori, mais surtout, il y a une idée de traiter les personnages de tes films au sérieux, quoi. Ce qui n'est jamais le cas ici. Il y a un truc amusant, c'est qu'aussi les producteurs
ont redécouvert leurs acteurs au bout d'un moment. Parce que rappelons-nous que Chris Evans, qui joue Captain America, qu'on connaît bien aujourd'hui, jouait la torche dans les 4 Fantastiques tout pourris. Rappelons-nous que Ben Affleck jouait Daredevil, le Daredevil tout pourri du début des années 2000, avant de faire un excellent Bruce Wayne dans un film un peu médiocre ensuite. Ça a jamais été vraiment oublié ces trucs-là, et il y a une espèce d'admission a posteriori de on a fait de la merde. Même Stallone qui avait fait son Judge Dredd, tu le retrouves dans Les Gardiens. Ouais. Il a un petit rôle chez le chef des Reapers, des moissonneurs. On est dans du cinéma d'exploitation qui dit pas son nom, comme on avait justement dans les années 80-90 où on essayait de surfer sur une Silver Surfer. ouais, voilà, exactement, sur un courant sans savoir vraiment ce qu'on allait en faire, juste pour être là. Il y a eu beaucoup de gadins, mais quand même à contrario de ça, c'est venu un tout petit peu plus tard, mais c'est justement la deuxième vague, dans l'idée de faire bien comprendre que le super-héros pouvait être autre chose qu'un grand justicier à cap épique malgré tout, hein. On a beau aimer X-Men et Spider-Man, ça reste quand même très très grand public, très ancré dans un certain genre qu'ils ont contribué à faire naître, et à faire naître. C'est un homme avec des fêlures. Ouais, et ben voilà, là on va à fond, y a un mec qui est allé à fond dans les fêlures et qui a surtout eu envie de faire correspondre son cinéma à un certain personnage. C'est Christopher Nolan qui a pris en charge Batman pour en faire une trilogie. C'était pensé comme une trilogie dès le départ, et d'étudier le personnage sous un peu toutes ses facettes en faisant des films très typés dans un certain genre. Et si le premier est plus quand même action comics, très très vite on arrive dans le thriller, le polar, avec un côté qui maintenant peut presque faire rire, mais beaucoup plus ce qu'on appelle gritty, ou en tout cas beaucoup plus réaliste, avec des gros guillemets. Mais la Batmobile, c'est plus un truc fantaisiste c'est un tank, voilà, c'est grosso modo un tank, et on fait évoluer le personnage de Batman avec son temps, avec une période post-11 septembre. Mais il y a un truc que je trouve amusant avec ça, c'est justement que pour moi, Nolan, on parachève les efforts d'avant. On parlait de trouver des réals avec une vraie patte, un vrai œil d'auteur. Tu fais pas plus que ça que Nolan, hein, que ce soit en qualité ou en défaut. Tu peux jamais confondre un film de Nolan avec un film de quelqu'un d'autre. On parlait d'acteurs qui se donnent à 300% dans leur rôle, et quitte à aller chercher des têtes d'affiche, mais aussi des petits gars pas trop connus, tu vois. Tu as du coup Heath Ledger, qui, même s'il était respecté, n'était pas non plus le gars du blockbuster, qui aujourd'hui a fait une performance qui est incroyable et étudiée. Et qui cassait son image de marque en plus, au point qu'on le reconnaissait même pas. Enfin. On a une attention portée à l'humain dans le scénario, quand bien même tu as un côté énorme. Évidemment, Nolan, ça reste quand même le gars qui fait un bon gros focus sur Bruce Wayne, sur l'intégralité de sa trilogie, et on a une attention portée à faire des effets qui passent dans la caméra, pas des effets d'ordinateur. Donc Nolan remet tout l'univers en se disant moi je vais même pas mettre 20% d'ordinateur, non, tu me fais tout en effet pratique, quitte à ce que la Batmobile ce soit un tank, et on s'en bat les steaks, ce sera un tank. Et c'est ce qui parachève, je trouve, la vision, et qui fait que on peut pas, je trouve, retirer Nolan de tous les efforts faits d'avant. Par contre, je pense que tous les Sam Raimi, Bryan Singer de ce monde ont regardé Nolan genre merci, t'as compris ce qu'on voulait faire, et tu l'as achevé, quoi. C'était lui pour le coup qui adaptait un super-héros, je pense, qu'il voulait traiter avant tout comme un personnage avec c'est plus simple à adapter en personnage dramatique, un personnage dramatique, et avec des choses à raconter dessus, mais qui mettait lui ses propres influences des années 90, qui ne sont pas forcément celles de Sam Raimi et de Bryan Singer ou autres, qu'elle est piochée directement dans les comics. Lui, il va prendre Hit pour faire de Michael Mann, pour faire la scène d'intro du 2, en y rajoutant sa propre patte, hein, évidemment, c'est pas juste un copier-coller. Heat. Mais pas ce hit là, le hit. Pas celui avec le clown, voilà. Celui avec Robert De Niro et Al Pacino. Ouais, non, parce qu'à la fin il y a un clown, mais en fait c'est pas celui avec le clown qui l'hommage. Parce que celui avec le clown, c'est un autre film. C'est celui où il fait chaud. Voilà. Ouais. Et quand il va faire la scène d'intro de Dark Knight Rises, quoi qu'on pense du film,
une des scènes de cliffhanger en mieux, où il va faire vraiment le hijack, désolé j'ai plus le mot en français, mais en tout cas il va le casse d'un avion en plein vol, et il le fait vraiment au-dessus de l'Écosse. Un avion en vol, c'est beau bien. Oui. Mais est-ce qu'il volait au-dessus d'un nid de coucou? Alors, non mais il y avait des mecs qui faisaient coucou en dessous. Ouais, c'est ça. Désolé. Le truc avec cette trilogie, c'est que oui, elle est illégale. Moi, le 3 m'a énormément déçu. C'est pas une nouveauté. C'est ce qui arrive à faire Nolan avec la construction du 1. On est encore dans le film de super-héros, mais qui est un peu magnifié, pris au sérieux. On a tous les marqueurs qui sont là, mais on est encore là-dedans. Je trouve que le Dark Knight va plus loin. Il va vraiment plus loin. Et on parlait de Heath Ledger, c'est vraiment le rôle de sa vie, hein, puis le rôle de sa mort aussi. Alors c'est pas lié que au film, hein, son décès, mais ça, je pense que ça quand même participe pas mal au drame. Et quand je disais tout à l'heure de traiter des sujets et d'avoir de la hauteur de discours, je trouve que Dark Knight est une réussite absolue en ça. C'est au-delà du personnage de Batman, c'est ce que ce Joker, ce qui a été fait avec ce Joker sur tout ce que ça peut raconter de la folie et des causes et conséquences. On parlait tout à l'heure du 11 septembre. Là, c'est un Joker, il a un PTSD, il a un traumatisme post-militaire. On sait jamais son origin story. Encore une fois, c'est admirablement bien mis en scène, mais ce que ça raconte quand même de l'Amérique, c'est hyper important, c'est hyper bien fait. Mais au point, et ça on a tendance à l'oublier, effectivement, de s'aligner toute une partie, encore une fois, des fans des comics qui, on a beau avoir eu le Batman de Miller, tu pourras en parler mieux que moi, très très différent dans les années 90. En tout cas, calé aussi dans cette logique un peu plus gritty. C'est du Miller. Pour pas mal de monde, cette trilogie Dark Knight, c'est pas leur Batman pour autant, quoi. Il y a peut-être un côté un peu trop ancré dans le réel qui sort du film de super-héros, quoi. Oui, mais après, pour moi, c'est le grand avantage des comics, c'est que quelque part, tu as tout un panthéon. Et chacun est libre de l'utiliser comme il veut sur une énorme séquence avant de laisser le jouer à quelqu'un d'autre, en fait. Donc il y a certains qui voulaient vraiment retrouver leur héros dans un truc, et ça c'est juste impossible, tout le monde est déçu. Et il y en a d'autres qui voient juste cet arc comme un autre arc tel qu'on a eu dans le comics, hein. Les derniers arcs en date qui avaient choqué, c'était quand Snyder, l'écrivain, pas le réal, a repris Batman, et ça s'est barré en Batman Metal, le Batman qui rit, etc. Au début c'était oui, c'est pas mon Batman, etc. Et au final c'est parmi les plus grands arcs aujourd'hui de l'ère moderne des comics. Donc là-dessus il y aura toujours des fans pour mais il y a un truc, c'est qu'on parle toujours de Heath Ledger pour The Dark Knight, mais on oublie que, genre, en fait, l'intégralité du cast joue incroyablement bien. Genre, Michael Caine, mais c'est une dinguerie ce qu'il fait. Cite-moi un film où Michael Caine ne joue pas bien. Voilà. Même Aaron Eckhart, c'est un peu le rôle de sa vie, dans le sens où il n'a pas vraiment eu grand-chose derrière pour se libérer, quoi. Il n'a pas fait un grand écart, quoi. Exactement, et on a parlé de cette période années 2000 beaucoup plus, on va dire, où le super-héros est redevenu un peu un personnage humain comme les autres, en tout cas a été traité plus ou moins comme un personnage comme les autres. Ça me donne plus ou moins une transition, je force un petit peu, mais avec un film qui aurait pu, avant ça, je dis bien aurait pu, avant ça aurait pu ouvrir cette nouvelle vague du film de super-héros à la fin des années 90. Si vous ne me connaissez pas, je vous le dis, mes deux compères le savent, j'aime bien, j'ai cet amour, cet appétit pour les projets, les trucs un petit peu cassés comme ça qui arrivent, que ce soit un jeu vidéo, un film, une série qui sortent, et on sent qu'il y a eu des bonnes idées mais ils sont pas vraiment allés au bout, on sent qu'il y avait le potentiel de faire quelque chose de mieux, et parfois même le fait que ce quelque chose-là n'existe pas dans des projets avortés qu'on connaît, hein. Parfois, le fait de fantasmer quelque chose qui aurait pu être est presque, en tout cas, fait travailler plus l'imaginaire, et est presque plus satisfaisant que de voir quelque chose vraiment arriver au bout. Donc l'idée de cette chronique que je vais me faire le plaisir d'inaugurer, c'est de vous parler de tous ces projets qui n'ont pas existé, qui ne sont pas allés au bout, qui n'ont pas été concrétisés. C'est le moment de la chronique à deux doigts.
Et on va vous parler ici, je vais vous parler ici de Superman Lives. Qu'est-ce que c'est Superman Lives? Si vous avez vu The Flash, sorti cette année, et je suis désolé pour vous, il y a cette séquence très très chelou, et très très moche visuellement d'ailleurs, où Ezra Miller en Flash se retrouve confronté à une pléthore de multivers avec plein de possibilités, en tout cas avec des Superman du passé, en tout cas des personnages de DC issus de différentes timelines, de différents multivers. On a justement le Batman de Christopher Reeves, le Superman de Christopher Reeves, et on a ce Superman chevelu, joué par Nicolas Cage, qui se retrouve face à une araignée géante. Et là, j'imagine que la plupart des gens, malgré tout, se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, d'où ça sort? Et c'est justement ce projet avorté des années 90 qui est maintenant devenu très célèbre, mais qui, en tout cas, le film a décidé de le traiter comme quelque chose de l'ordre du possible dans l'univers des films de super-héros. On revient aux années 90 et c'est là où il y a vraiment une filiation directe avec les années 2000 pour le monde des super-héros, puisque à ce moment-là on a la publication des comics La mort de Superman de octobre 92 à novembre 93 qui fait grand bruit, qui remue pas mal de choses dans le monde des comics et au-delà de Superman et au-delà même du monde des comics, où le comics raconte, comme son nom l'indique, la mort de Superman via Doomsday, qui est un personnage qu'on a appris à connaître ensuite dans Justice League, où il y a une vraie confrontation entre deux personnages surhumains et où Superman se rend bien compte que la seule façon de vaincre ce super méchant là, c'est de se sacrifier lui-même et en plus de devenir cette figure christique sacrifiée qui va évidemment revenir derrière encore plus magnifiée. Donc il y a ça. Et ça dépasse même le cadre des comics au point que John Peters, toujours dans les bons coups, qui a produit le Batman de Tim Burton, on l'a dit, sent quelque chose. Il se dit, on va aller choper ce comics et on va l'adapter pour faire revivre Superman, qui sort, on l'a dit, de suites compliquées dans les années 80 et qui avait tendance à lorgner vers un peu le nanar pour enfants, quoi. Lui, il veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et il appelle ça au départ Superman Reborn, et il a des idées, mais il balance des idées dans tous les sens. On a 3-4 méchants différents, on a Brainiac, on a Doomsday, donc on l'a dit, on a Eradicator, Cyborg, Deadshot, Batman, il en fout partout. À tel point que c'est tellement un peu le bordel qu'on fait appel à un mec qui, à cette époque-là, est un peu spécialisé dans les sauvetages de scénarios, ou qui en tout cas a des idées et qui en plus est connu pour être un mec très très friand de cette culture comique. C'est Kevin Smith, qui lui débarque, qui voit le scénar, qui se dit mais c'est de la grosse merde, on va évidemment pas faire ça, qui le repeaufine et qui, le premier, donne le nom de Superman Lives. Lui, il peaufine un petit peu tout ça, il arrive à avoir une version qui est assez proche, en tout cas dans laquelle lui, il s'en satisfait très bien. Sauf que à ce moment-là, Warner Bros, qui effectivement détient déjà à l'époque les droits de tout ce qui est l'univers DC Comics, il y a un de leurs poulains, Tim Burton, on y revient, qui a déjà sauvé la franchise Batman, en tout cas qui a fait renaître Batman auprès du grand public et qui a fait des cartons intersidéraux. Lui, il sort d'un échec de Mars Attacks, qui n'a pas du tout cartonné justement au box-office. Lui, il voit le scénar, mais lui, il aime pas. Il veut apporter sa propre touche, il veut apporter son côté Tim Burton, beaucoup plus gothique, beaucoup plus dark, au tel point qu'il dégage Kevin Smith pour inviter un autre, ce qu'on appelle un script doctor, quelqu'un qui a un peu à Hollywood, qui a l'habitude de réécrire des scénarios, qui s'appelle Wesley Strick, qu'il avait embauché justement pour réécrire en partie le scénario de Batman Returns. On lui file chez Warner un contrat de 5 millions à Tim Burton avec une condition qui est que le film se fasse ou pas, c'est pour toi mec. Lui il invite Nicolas Cage, qui sort de Living Las Vegas, pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur acteur, on l'oublie, mais Nicolas Cage est également un excellent acteur qui dans les années 90 avait une vraie crédibilité. On lui file 20 millions. On va chercher derrière, ça se tâte un peu pour les seconds rôles, on va chercher Courtney Cox, Julianne Moore, Sandra Bullock pour Lois Lane, on sait pas trop, on se tâte. Tim Burton, lui, il veut Christopher Walken pour jouer Brainiac. On va chercher Kevin Spacey pour faire Lex Luthor. Ce qui est très drôle, c'est qu'il le fera ensuite pour Superman Returns dans les années 2000. En tout cas, le film commence vraiment à se monter, ça commence vraiment à sentir bon. Il y a des concept art qui sont faits, il y a des éléments de décor qui sont faits, il y a même le vaisseau d'un des méchants qui est créé de toutes pièces.
Sauf que ça part tellement dans tous les sens malgré les réécritures qu'on est sur un budget de 190 millions, ce qui est énorme évidemment pour le milieu des années 90, qu'il est encore aujourd'hui, mais imaginez-vous, il y a 25 ans. On ramène des gens pour faire des réécritures, on coupe des scènes d'action pour réduire le budget à 120, 100 millions. Sauf que pendant ce temps-là, il y a plusieurs films successifs de Warner Bros. Qui se plantent. Tim Burton a aussi un petit peu envie d'aller voir ailleurs. Ça fait depuis 1 an qu'il est sur le projet, il voit que ça avance pas trop. Et 3 semaines avant le tournage, c'est terminé. Warner coupe les cordons de la bourse. Le film est juste annulé, purement et simplement. Alors que, voilà, il y avait toutes ces choses-là qui avaient été créées. Si vous allez maintenant chercher Superman Lives ou vous cherchez Nicolas Cage Superman, vous avez ces fameuses vidéos d'essais de costumes où en plus on lui fait essayer plein de costumes différents. Tim Burton était parti sur quelque chose de beaucoup plus organique avec des costumes sombres. John Peters, si vous voulez carrément qu'il n'y ait plus de cap, plus de costumes ridicules rouge et blanc, jaune, rouge et bleu. Il voulait quelque chose de beaucoup plus ancré dans la réalité. Enfin, il y avait plein de contradictions à l'intérieur de ce projet qui fait qu'il a tout simplement été annulé à la fin des années 90. Derrière, le projet a essayé d'être un petit peu ressuscité par différents producteurs à l'époque. On allait chercher Brett Ratner, qui va réalisateur de Triste Mémoire, qui nous fera le X-Men 3. Voilà, on allait chercher Michael Bay aussi, Martin Campbell qui avait ressuscité James Bond pour GoldenEye. Même Oliver Stone a un temps été attaché au projet. Will Smith a été pensé en Superman. On a vraiment été parti dans tous les coins comme ça se fait régulièrement à Hollywood. Preuve que rien ne se perd vraiment à Hollywood. À la fin, en 1999 sort Wild Wild West, produit par John Peters, avec à la fin une araignée géante. Parce que oui, rien ne se perd jamais à Hollywood. Et Will Smith. Et Will Smith. Will Smith, ouais. Pour ajouter un petit peu à l'histoire, parce que en fait j'ai la biographie de Kevin Smith sous les yeux, où on peut voir en 4e de couverture une petite citation qui est normalement dédiée à honorer le truc, où là c'est je ne lirai certainement jamais quelque chose écrit par Kevin Smith. Citation de Tim Burton pour ce bouquin, justement parce que les deux se détestent depuis l'histoire Superman Lives. Et dans ce bouquin, en fait, si je l'ai saisi, c'est parce que Kevin Smith raconte sa rencontre avec Peters, où il monte dans son manoir pour parler de Superman Lives. Et Peters n'écoute à peine ce qu'il dit sur le scénario, ce qu'il veut. Je crois qu'il voulait Brainiac, lui, en ennemi principal. Ouais. Et à chaque fois, il l'interrompt pour lui dire: j'ai vu un documentaire animalier hier, incroyable. Donc Kevin, ouais, ok, c'est cool, il repart sur son scénario, etc. Tu t'y connais en araignée? Non, je connais pas, mais par contre mon film, etc. Jusqu'à ce qu'il... En fait, toute la discussion est lunaire et le mec lui parle des araignées tueuses, etc. Et après, il y a Wild Wild West qui sort et tu te rends compte que Peters clairement avait énormément de pouvoir sur ce genre de projet, quoi. Quitte à vendre ses idées les plus nazes pour ces films. Ça fait partie de ces producteurs qui n'avaient pas que des bonnes idées mais qui arrivaient à les imposer. Et si vous voulez en savoir plus, il y a carrément un documentaire qui est sorti là-dessus en 2015 signé John Schnepp qui s'appelle The Death of Superman Lives, What Happened. Et effectivement, qui a été supporté par Kevin Smith d'ailleurs dans sa création. Ouais. C'est un cas d'école à lui tout seul et voilà, Kevin Smith se cache absolument pas de raconter comme il aime le faire d'ailleurs tous les potins et toutes les coulisses d'Hollywood sur ces projets-là auxquels il a pu être rattaché. Enfin voilà, c'est une histoire savoureuse. Vraiment, je vous invite à vous pencher dessus et à aller regarder les vidéos avec Nicolas Cage en Superman. Mais alors, est-ce qu'on a l'impression d'avoir manqué quelque chose du fait que ce projet soit mort? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Vous avez envie de voir Superman chevelu qui fait I'm a sexy cat? En fait, moi j'ai un problème de... Imaginez Nicolas Cage en Superman, c'est compliqué. Nicolas Cage et les coiffures, c'est encore un autre drame perpétuel. C'est surtout que l'imagerie de Tim Burton, aussi gothico-zarbi, dans un Superman qui est quand même le boy scout de l'Amérique, il y a un truc que je trouve que ça fonctionne pas, quoi, vraiment. Je vais pas parler d'autres projets qui n'ont pas eu lieu, mais le côté grandiloquent que ça pouvait avoir m'en a rappelé d'autres, hein. Notamment le Dune de Jodorowsky, dans trop d'ampleur, trop d'envie, trop de budget, trop de ta gueule, on le fait pas. Du coup, non, moi, il me manque pas plus que ça. Par contre, ça me rappelle que Lex Luthor, joué par Kevin Spacey, on l'a eu quand même dans Superman Returns après. Donc ils ont vraiment été piochés dedans pour récupérer le cadavre, quoi. Mais c'est vraiment quand tu te plonges, chaque
chaque film a forcément une histoire, et on dit toujours, c'est la même chose pour les jeux vidéo, que chaque film qui arrive à se faire dans des conditions décentes où la vision de l'auteur est respectée, c'est un miracle absolu. Et c'est en se penchant dans ce genre d'histoire en coulisses que effectivement tout est récupéré, il y a forcément des choses intéressantes même dans les projets abandonnés, et même les choses pas intéressantes arrivent à être reprises, ou en tout cas les idées un peu foireuses arrivent à être reprises. Donc ouais, il y a de la matière un peu tout. Moi pareil, je pense pas que ça me va. Je préfère finalement l'histoire de cette non-existence a l'air plus intéressante et plus intéressante que ce que je pense qu'aurait été le film derrière. Moi, j'avoue que je regrette de ne pas avoir vu ce film incroyablement mauvais. Parce que clairement, enfin, c'est ce que tu disais, Manro, c'est que Burton sur Superman, qui est une incarnation de l'optimisme et de la pensée américaine, l'American Dream, des trucs comme ça, t'es là genre, bah, c'est pas Burton, hein, tu vois, Batman, oui, complètement, mais pas Superman, quoi. Il te faut limite, il te faut l'inverse de Burton pour le faire, quoi. Mais alors, je pense que le produit final aurait été un nanar incroyable par contre. Ça m'a l'air vraiment la fausse bonne idée. Enfin voilà, tu sens qu'en plus voilà, Tim Burton il s'est rattaché au projet parce qu'il était plus trop en odeur de sainteté auprès du grand public, qu'il avait eu un truc potentiellement intéressant, et puis à la minute où ça s'est complexifié, il a dit ouais les gars, je me casse de votre bordel là, finalement je pense pas que j'ai si envie que ça de faire le film, quoi. Donc déjà c'est la preuve d'un réal qui est pas tant attaché au projet que ça. Et tout ça pour partir faire un Planète des Singes lamentable, quoi. Il y a eu ça aussi. Donc oui, non mais la carrière de Tim Burton est faite de haut et de beaucoup de bas. Maintenant qu'on est revenu sur le passé, est-ce qu'on peut finalement se reprojeter sur là où on en est aujourd'hui, en tout cas ce qu'on a eu ces dernières années, avec toujours le MCU, le DCU en creux? Menro ? Ouais, juste en parallèle du MCU et du DCU, il y a eu quand même des propositions outside qu'il faut pas oublier. En préparant l'émission, on se disait qu'évidemment il y a eu le Watchmen, donc adapté d'Alan Moore, mais alors autant on est moi je trouve que les choix visuels qui ont été opérés dans ce film et musicaux etc font honneur à l'œuvre originale. Par contre, en termes de scénario, ça a été massacré, notamment toute la fin et n'a rien à voir avec la BD. Mais il y avait aussi d'autres tentatives un peu plus anecdotiques, comme Hancock, par exemple, avec Will Smith. Oh là, c'est anecdotique. Ah oui, la vache. Ouais, tu vois, on parle de super-héros qui ne sont pas dans les trucs de super-héros, mais tu vois, quand on regarde les trucs, il y a des trucs comme Chronicles, tu vois, il s'est passé des petites choses. Ah non, mais Chronicles, par contre, je te suis. Oui, non, mais attends, je dis pas que c'est bien, je dis juste qu'il y a eu des tentatives de contourner cette vague de totale qu'est le MCU aujourd'hui. Alors, c'est pas super-héros, mais adaptation de comics. Je pense qu'il y a un vrai gros marqueur dans ce que tu dis, qui est Sin City. Qui a été réalisé non seulement par Rodriguez mais aussi par Miller, où ils ont été co-réalisateurs, hein. D'ailleurs Rodriguez a clairement quitté l'association des réalisateurs américains parce qu'il refusait qu'il y ait deux réalisateurs. Donc il s'est vraiment donné pour ce projet. Il a créé lui-même la technologie qui permettait d'avoir le noir et blanc très, très marqué du film, et c'est vraiment un film qui respecte absolument ses créateurs de bout en bout. Alors c'est pas un film de super-héros, mais du même temps, je pense que il y a une habileté dans la réalisation de réussir à transformer des pages que n'a pas Watchmen, par exemple, parce qu'il ne les transforme pas, il les transcende en fait. Et c'est grâce justement au fait d'avoir Miller à côté qui avait vraiment le dernier mot sur tout, qu'on réussit à avoir non seulement un film grandiose, mais une adaptation absolument magnifique, quoi. Et ça, c'est de cette époque en entre-deux. Et je pense que dans le super-héros, on l'oublie un petit peu, mais il y avait quand même Kick-Ass, réalisé par Matthew Vaughn, 2010. Qui a été après responsable d'énormément d'adaptations de comics superbement bien réussies, où on retrouve un peu ce côté Nolan du réalisme, mais on a le fun du comics, quoi, tout bêtement. Okay. Et je pense que ça fait partie de ces adaptations qu'on oublie, mais qui pour moi étaient vraiment qualitatives et apportaient quelque chose de différent.
Et on a eu justement, il n'y a pas que non plus des adaptations, tu l'as dit, il y a eu Hancock, on a eu Chronicle qui est pour le coup un vrai film. Nous deux, on est super fans. Un vrai film de super-héros indépendant, quoi. C'est en soi un projet qui est casse-gueule, qui en plus utilise qui utilise le fond de footage aussi pour justement, encore une fois, pour se rajouter une petite contrainte sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de budget, donc on trouve une astuce. Beaucoup de créativité, parce que le dernier plan où ils réussissent à faire justement du 360 degrés, à dépasser les limites parce qu'il a des pouvoirs et que du coup il peut prendre tous les smartphones de tout le monde et tout, cette idée elle est brillante, cette idée de réalisation elle est incroyable, quoi. Et on avait des mecs qui se cassaient la tête justement en termes de mise en scène, quoi. Il y a eu Incassable, c'est une vraie take de Shyamalan sur le film de super-héros à sa manière, avec un ton encore une fois très pesant, vraiment différent, où le super-héros ne se révèle qu'à la fin. On est vraiment dans le questionnement de qu'est-ce que signifie devenir un personnage surhumain, littéralement. Qu'est-ce que ça va changer pour moi, pour mes proches, pour même ma responsabilité par rapport aux autres. Là, on questionne vraiment cette figure du super-héros. On a même eu Super, qui était un des premiers films de James Gunn, avant qu'il parte justement récupérer Suicide Squad et les Gardiens. Voilà. Où là, c'était quelque chose de... On n'était pas vraiment sur les super-héros, mais on s'empare de ce côté costume, vaincre le crime, et encore une fois avec des personnages beaucoup plus terre à terre. Et dernièrement, même si c'était foiré dans la réalisation, j'ai aimé la proposition de Brightburn, qui est un film de genre horrifique indépendant, qui se pose la question de oui, mais et si Superman dès le début c'est l'Homelander, quoi. Il était méchant, vraiment. Dès le début, on en faisait un gamin traumatisé, c'est la malédiction cross Superman, ouais, voilà. Et au final il n'y a pas les moyens, donc c'est en fait le film se termine là où tu voudrais qu'il commence, quoi. Vraiment dans les dernières minutes tu commences à voir l'ampleur de ce que ça pourrait être. Mais au moins, ça pose une question, ça essaye quelque chose et ça rebat un petit peu les cartes de la figure du super-héros. Et je pense qu'ici, on est tous fans de Logan, qui a réussi à clore un chapitre avec justement une vraie vision d'auteur où L'Oréal, en l'occurrence Mangold, a dit « Je le fais que si vous me laissez faire ce que j'ai envie de faire, quoi ». Et du coup, le sujet abordé... En filigrane, c'est un petit peu la dégénérescence. C'est-à-dire que quand on vieillit, on perd l'usage de ses membres, on perd ses fonctions mentales, motrices, etc. C'est la vieillesse, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un super-héros qui maîtrise plus ses pouvoirs ? Et du coup, ça c'est un truc qui n'avait, pour moi, en tout cas, je l'avais jamais vu abordé. J'ai trouvé que c'était vraiment un parti pris et un sujet... c'est ultra touchant d'avoir Patrick Stewart qui joue ce professeur Xavier joue incroyablement bien dans ce film. Sénile ou comme ça qui est à la base presque, tu vois. Et donc il y a des jolis partis pris. Alors après tout n'a pas été bon, parce que des ovnis, moi je peux vous en citer quelques-uns, quoi. Il y a des trucs comme le fantôme du Bengale. Un mec avec un lycra violet et un masque de bal masqué. C'est des trucs genre contre Fu Manchu, on en est à ce niveau là, quoi. Et il y a des trucs comme Darkman dans les années 90, il y a des trucs comme ça qui sont improbables. C'est Sam Raimi aussi. Oui, mais alors là pour le coup il n'était pas encore il n'était pas dedans, quoi. C'est un essai. Moi j'aime plutôt bien Darkman, mais oui, mais c'est nanardesque, quoi. C'est un mélange entre le super-héros et le film noir, quoi, avec un côté mafia, Liam Neeson en personnage qui comprend pas tout bien ce qui lui arrive. Et pareil, tu parlais là de la BD de Miller, Sin City. Post Sin City, ils ont quand même commis The Spirit, qui était quand même à la base un comics ultra important dans tout ce qui il déclenche comme créativité aux États-Unis en termes de bande dessinée, et ce film abominable où je crois que le seul truc qui sauve le film, c'est qu'il y a Scarlett Johansson et qu'à ce moment-là elle explose, elle a vraiment le vent en poupe, mais sinon ce film n'aurait jamais eu, je pense, les honneurs du cinéma. C'était du direct ou DVD, quoi. Puis voilà, même pour continuer sur Sin City et cette logique-là, dès que tu confies la réal à Robert Rodriguez pur, il fait une suite tardive qui se casse la gueule parce qu'il sait pas, il n'arrive pas à maîtriser justement le langage du comics et qui part dans ses délires à lui. Donc
Il y a clairement dans cette période-là, c'est aussi un petit peu compliqué pour les films en dehors du MCU. Là, on est dans les années 2000, enfin en tout cas 2010 même. On a Iron Man, c'est 2008, voilà, et on est clairement, très très vite, ça prend le pouvoir sur tout le reste. On est sur une machine bien huilée à 2-3 films par an. Et tout le reste a un petit peu du mal à exister. C'est un peu dur d'essayer de se frotter à ça. DC essaye de son côté avec son univers étendu qui se casse un petit peu la gueule. On arrive quand même un petit peu sur la fin d'un modèle, même aujourd'hui, où les films Marvel, j'ai l'impression, ont même moins envie de se vendre. Le marketing est moins dense qu'il a pu l'être et le public a tendance à un peu moins suivre. Donc même les grosses major, même DC en vient à remettre en question son propre modèle pour offrir quelque chose de très différent. Et là, on revient encore une fois, la pop culture est un éternel cycle, on revient à des one-shots qui laissent la place aux auteurs beaucoup plus, encore une fois, ancrés dans le réel avec des problématiques d'aujourd'hui. Mais c'est littéralement la stratégie d'ici sur les comics à la fin des années 90 où on n'arrive pas à maintenir Marvel sur le rythme de parution sur nos grandes séries. On va créer un label qui s'appelle Vertigo, on va laisser les mecs faire n'importe quoi avec et voir ce qui marche. Ce sera du one shot, ce sera jamais intégré dans le canon, mais vas-y, faites-vous plaisir. C'est comme ça qu'on a Killing Joke, c'est comme ça qu'on a des tonnes et des tonnes de trucs. Et c'est comme ça que sur le cinéma, on a Joker, on a The Batman, des films qui fonctionnent en vérité, quoi. Qui sont pas, alors c'est pas transcendant, même si moi j'ai beaucoup aimé Joker, un peu moins The Batman, mais vous avez mes deux critiques sur le grand pop. Mais c'est des films qui marchent, c'est pas des il faut que tu aies suivi tel produit sur telle plateforme pour vraiment comprendre les trucs, il n'y a pas de clin d'œil à tu te souviens de ce que tu as adoré avant. Non, là c'est juste on a fait un film. On reste sur ses deux pattes. On reste pas sur à la fin du générique et ça devient presque le seul argument de vente d'un film, c'est de se dire t'as vu la scène de fin, non je me suis tapé 3 heures de ta merde d'abord, quoi. Et j'ai beau ne pas aimer spécialement les deux films, il y a surtout un côté où on sort du cahier des charges qui est un petit peu imposé à tout le monde et où même les films de super-héros secondaires essayent de se conformer sans avoir la force de frappe et sans avoir la licence derrière, et donc qui sont moins suivis. Oui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est des films qui sont des vraies propositions en eux-mêmes. Moi, le Joker... j'aime bien l'idée de le réancrer encore une fois dans le réel et de le réinventer. C'est un personnage quand même assez comment dire, qui fascine, mythique, hein. donc forcément d'avoir une nouvelle interprétation. Après bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec tout ce que ça peut raconter en sous-texte, etc. The Batman, je me suis un petit peu embêté, mais j'ai quand même des images qui me sont restées en tête. Cette scène de crash en bagnole, la musique à ce moment-là avec l'image inversée, c'est des trucs qui restent dans la rétine totalement. Dano, la performance qu'il a dans ce film quand même, qui est plutôt très réussi. Même si je suis deg parce que c'est pas le Sphinx que j'aime, mais et ce Batman, il réussit un truc. T'aimes pas les incels? Non, pas trop. C'est bizarrement. Ce Batman, il réussit un truc au début, il l'abandonne beaucoup trop vite. C'était de faire une proposition d'un Batman qu'on n'avait pas encore eu au cinéma, qui était ce Batman qui inspire vraiment la peur et la terreur au cœur de la petite pègre. Et il y a des plans au début, quand on a cette voix off de Pattinson, où on voit des bad guys qui sont en train de commettre leur larcin et qui regardent dans le vide et regardent la porte entrebâillée, le noir qu'il y a derrière, et là tout d'un coup la figure il flippe. Et ça, je trouve que c'était quelque chose qu'il fallait garder pendant tout ce film. Comme le côté détective, c'est un truc qu'on avait eu en jeu vidéo, mais on l'a pas eu, et là on le retrouve enfin. Il y avait quelque chose à faire, et je trouve que c'est à la moitié du film que le film se barre complet dans voilà, c'est comme Vendavision, quoi. Il y a une proposition au début, à la fin c'est un duel de sorcières de cosplayer. Faut raccrocher les wagons, effectivement. Je parlais du cahier des charges et c'est un peu ça le problème, c'est quand on retombe dedans, ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais il y a aussi, c'est peut-être plus une question que j'ai pour vous, il y a aussi un terrain qui pour moi se prête super bien au film de super-héros et je trouve qu'il est bizarrement pas assez exploité, c'est l'animation. Alors on le revoit un petit peu maintenant, il y a les deux Spider-Verse qui commencent à émerger, qui trouvent vraiment leur public, mais pourquoi on n'a pas eu plus de films d'animation qui mettent en valeur des super-héros ?
Moi, j'ai peut-être un élément de réponse. On est aujourd'hui dans une construction en termes de machinerie hollywoodienne, de marché, comme si l'animation c'était presque un gros mot. Alors que tous les films sont faits en CGI, donc c'est pas du vrai, mais on fait moins d'animation, ou alors on refait en live tous les grands trucs d'animation. Et donc forcément, l'animation... En utilisant un balle d'images de synthèse. Mais bien sûr, c'est ça qui est le grand paradoxe. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il y a un côté où, quelque part, c'est peut-être... faire de l'animation, c'est pas la cour des grands, quoi. Alors que on a des Spider-Verse ou des Arcades qui nous ont prouvé le contraire et qui ont réouvert les chakras de tout le monde, j'ai l'impression. Alors attention, parce que là, c'est un point de vue très Marvel que vous avez, parce que du côté de chez DC, depuis 92 et la série Batman, on a énormément de films d'animation de Batman, parce que je connais surtout ça, mais il y en a d'autres qui sont incroyables. Vous avez Batman, le retour du Joker, vous avez Batman Red Hood, vous avez énormément de choses, le masque de je sais plus quoi, le Phantom Mask, je sais plus quoi. Ils sont incroyables, et DC n'a jamais arrêté de produire des choses. On a eu des adaptations des Killing Joke qui ont été retouchées, qui ont été controversées, mais on a vraiment un respect de l'animation chez DC qu'on retrouve un petit peu moins chez Marvel, certes, mais ça s'est jamais arrêté. Dernier en date, Batman Ninja. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas des sorties. Pas des blockbusters. Voilà, de cinéma, c'est pas des sorties waouh incroyables comme on peut le voir avec Spider-Verse ou même Les Indestructibles, où Pixar a donné sa version des super-héros. Et c'est en ça, tu vois, je trouve que l'industrie, elle fait, maintenant on peut faire du photoréaliste. Bon, on en fout partout. Et à un moment, y a Spider-Verse qui sort, qui fait non les gars, regardez. Nous, on va remettre de l'animation avec des images, moins d'images secondes, pour donner cette sensation comme quoi on est sur des cases de BD, avec tout animé, ce genre de choses. Et donc ouais, il a fallu qu'il y ait ça pour que maintenant on puisse se dire ah bah tiens regarde, il y a les Tortues Ninja là qui sort. Et t'as vu, ils ont fait ce truc là. Enfin voilà. Mais je pense que c'est un élément de réponse. C'est peut-être pas toute la réponse, mais voilà. Il y a aussi cette peur, je pense, de pas toucher suffisamment de monde en mettant énormément de budget dans ces films d'animation. Cette peur, je pense, de considérer le film de cinéma d'animation comme déjà un genre à part entière, ce qu'il n'est pas, enfants. Et en plus un genre pour enfants, en tout cas un genre qui ne touche pas suffisamment le grand public. Il y a quand même eu malheureusement depuis les années 2000 pas mal de studios un peu historiques qui se sont cassés la gueule, ou en tout cas qui ont été rachetés par des sections live des grands studios, donc on a perdu, je pense, cette confiance dans le cinéma d'animation, en tout cas à une certaine période. On a maintenant dans le monde occidental, par contre, ça c'est vrai. Dans le monde occidental, complètement, et on a cette année l'exemple inverse avec Super Mario Bros, qui avant Barbie était le plus gros carton de l'année avec 1,2 milliard. On a les deux Spider-Verse qui se comportent extrêmement bien, en tout cas qui rentrent assez nettement dans leurs frais. Donc est-ce que tout ça va enclencher une nouvelle vague du cinéma d'animation, et proprement parler plutôt ce qui nous concerne ici des super-héros? Je suis pas sûr, je pense qu'il faut déjà avoir la capacité en interne de pouvoir développer ça. Mais moi, c'est surtout, en fait, c'est là où c'est plus un regret finalement qu'une espèce de prévision. Et je trouve qu'on peut se permettre des choses en animation qui sont, qui peuvent amplifier ce côté vraiment super-héros, et au-delà des séries qu'on a beau adorer, qu'on connaît, justement offrir quelque chose d'un peu plus conséquent, avec une ampleur autre, un budget autre, et de se lâcher un peu plus. Là où quand Marvel se lâche ou quand d'autres se lâchent avec des CGI, ça a un effet beaucoup plus caoutchouteux qui rend pas justement justice à ce côté en droit d'attendre. On a parlé beaucoup cinéma comics, forcément. On a parlé beaucoup de ces deux médias-là, mais le super-héros se décline aussi ailleurs, sur d'autres supports évidemment. Pour clôturer peut-être un peu cette émission, je vais vous demander chacun de sortir justement de ces cadres qu'on a eu là, et de balancer un petit chouchou, en tout cas quelque chose que vous avez envie de mettre en avant au-delà de ces deux médiums. Otax. Moi ça va être, alors c'est tout bête, mais c'est dans le pseudo, ça va être un manga ou un animé si vous le souhaitez, qui s'appelle My Hero Academia. Alors évidemment, ceux qui sont déjà dans le monde des mangas et des animés en auront déjà entendu parler, puisque c'est un des plus populaires, mais j'en appelle surtout aux fans de comics qui ne sont pas forcément attirés par le manga et l'animation, justement parce que My Hero Academia est une des rares œuvres
japonaise qui est vraiment inspirée par les comics, mais vraiment structurellement dans l'histoire, où on a ces grands jalons repères, mais avec un point de vue vraiment différent de ce dont on a l'habitude. C'est quoi le pitch en gros Le pitch, c'est que en fait le monde est est rythmé par des agences de super-héros, et du coup il y a des études, un parcours scolaire académique pour super-héros. Alors tu te réveilles avec, tu vois, dans ton adolescence, un super pouvoir que tu découvres qui est généralement héréditaire, donc si tes parents maîtrisent le feu, t'as plus de chances de maîtriser le feu, etc. Et on suit un petit bonhomme qui n'est pas né avec un super pouvoir, mais le plus grand super-héros du monde lui transmet le sien, et il doit apprendre à le maîtriser, etc. Évidemment, il y a des grands méchants, comme il y a des grandes associations de gentils, etc. Ça reste quand même assez naïf, mais déjà il y a une patte artistique qui est très intéressante, parce que vraiment elle mélange des traits du comics avec des traits de manga, donc il y a quelque chose de neuf qui se crée, et l'univers est vraiment intéressant, et arrive à devenir de plus en plus mature à mesure que l'œuvre augmente. Donc si vous avez vraiment cet amour du comics, mais que vous n'êtes pas forcément dans le manga, la Japanimation, ce serait une vraie bonne porte pour y rentrer, qui plairait au plus grand nombre. C'est rigolo, parce que là, tel que tu le présentes, ça me fait penser, quand tu parles de grandes boîtes qui ont des super-héros, ça me fait penser à The Boys. Et le côté école, c'est ce qu'il y a dans le spin-off Gen V. Ouais, c'est rigolo, complètement. Comme quoi ils ont récupéré ça, quoi. Oui, je pense que après il y a toujours l'humain a toujours cette fascination, quoi qu'il arrive, pour son passé, donc forcément l'âge adolescent. Mais c'est une tradition japonaise très marquée. Non, mais je disais que c'est fou, comme le côté The Boys a récupéré la logique de My Hero Academia. Ouais, mais c'est dans ce sens-là que je dis. Je pense pas qu'il l'ait récupéré tant qu'à faire. Mais après voilà, c'est vrai que on a par culture des points de vue différents sur ces périodes-là de la vie, et ce manga a vraiment un biais intéressant en étant quelque part écrit par un japonais fan d'Amérique, quoi. Donc vous pouvez voir une critique plus large sur legrandpop.fr, enfin lire plutôt une critique plus large sur legrandpop.fr, mais vraiment intéressez-vous-y si le comics c'est vraiment quelque chose que vous avez à cœur. Menro, de ton côté? Moi, je vais vous parler un petit peu jeux vidéo. J'ai un peu commencé à le faire tout à l'heure en faisant une référence. Alors, je vais faire ça de manière très simple. Si vous aimez par exemple les jeux d'action-aventure, et je vais pas faire de jaloux, parce qu'il y a des produits qui existent et de qualité, qu'on soit fan de DC ou qu'on soit fan de Marvel. Évidemment, je vais faire ça de manière chronologique, et donc si je devais, pour tous les fans de Batman, évidemment vous conseiller quelque chose, ce serait la trilogie de Arkham, qui est faite par le studio Rocksteady, qui a juste expliqué comment on devait traiter un super-héros dans un monde d'action-aventure avec le personnage de Batman, son niveau d'infiltration assez incroyable, le storytelling qui va avec, et son système de combat qui est quasiment inégalé dans le genre, et tellement plaisant que du côté de chez Marvel, avec Spider-Man, ils ont fait quoi? Ils s'en sont beaucoup inspirés, hein. Donc vous pouvez aller de l'autre côté, donc du côté Marvel, avec le Spider-Man qui est exclusif à la PlayStation et avec version PC maintenant. Mais en tout cas c'est un produit Sony, et là où vous avez donc une réinterprétation de ce système de combat, mais c'est pas ça qui fait le sel du jeu. Évidemment, on a magnifié du côté de Batman ce qui était la valeur forte de Batman, et dans Spider-Man, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pareil, et donc les déplacements, notamment en monde ouvert du super-héros Spider-Man, sont assez incroyables et jubilatoires. Rien que pour ça, c'est deux coups de cœur que vous pouvez faire les yeux fermés. Si vous êtes fan de jeux de combat, c'est pareil. Il y a un côté DC avec Injustice, donc qui est fait par le studio qui avait fait Mortal Kombat, dont on a parlé donc dans un podcast il y a quelques semaines. Et du côté Capcom, on a le grand classique, c'est le fameux Marvel Capcom, où on a à la fois des personnages issus du folklore de l'éditeur japonais, comme Megaman ou Amaterasu
de Okami. Ryu de Street Fighter. Qui se tamponne la tronche contre Iron Man, Spider-Man, Thor, etc. Et c'est assez jubilatoire. Privilégier le 3 et pas Infinite. Ouais, le 3, le Ultimate même du 3, c'est sans doute la supérieure version. Et le 2 aussi, moi, qui avait pas mal de charme, si vous êtes un peu plus fan de rétro. En gros, juste éviter Infinite, quoi. Ouais, voilà, le dernier, bof. Et si vous êtes plutôt fan de jeux de cartes et que vous jouez aussi peut-être de manière plus occasionnelle, le créateur de Hearthstone, Ben Brode, a quitté Blizzard depuis pas mal de temps. Et donc il y a un petit jeu qui a son bonhomme de succès qui s'appelle Marvel Snap. Donc voilà, c'est une bonne référence dans ce qui peut se faire en termes de jeux de cartes. Donc quand c'est pas un jeu de cartes avec vous n'avez pas joué au Rami, hein, on est vraiment sur du jeu avec des personnages qui ont des points de vie, qui ont des pouvoirs, etc. C'est le croisement, la version light de Magic, si je devais vraiment faire de la caricature. Voilà pour le jeu vidéo. Hyper chronophage, hein, de ce que tous les gens qui jouent ont pu dire, avec des parties hyper courtes. C'est très adapté au mobile. Moi de mon côté, j'ai plutôt c'est dispo aussi sur PC, juste pour préciser. Ok, d'accord. Mais peut-être plutôt à jouer sur mobile si vous voulez. Bon, je sais pas, Hearthstone, tout le monde joue sur PC, donc tu vois. Préférez la plateforme que vous préférez. Exactement, là où vous vous sentez le mieux. Moi de mon côté, je vais partir sur de la série. On a parlé de Watchmen un petit peu avant. On a parlé à la fois de l'adaptation de Snyder en 2009. On a parlé aussi un petit peu du comics d'Alan Moore, qui est pour le coup une vraie référence et un énorme coup de pied dans la mare dans les comics de super-héros, clairement. Juste incroyable, disons-le. Voilà, c'est absolument un chef-d'œuvre absolu à lire, que vous aimez les comics ou pas. En fait, j'ai envie de dire, il y a vraiment une tonne de thématiques qui sont abordées là-dedans, au-delà du destin du monde et des super-héros. Mais moi, ce que je veux mettre en valeur là, pour sortir justement des comics, c'est la série Watchmen, qui est sortie sur HBO en 2020-2019, je sais plus exactement. Je crois que c'était période Covid. Il me semble que c'était autour du Covid, 2020-2021, quelque chose comme ça, et qui est un peu passé sous les radars, qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Alors c'est un one-shot d'une saison, qui n'est pas du tout amené à avoir de suite, même si le suspense a un petit peu plané. C'est c'est créé par Damon Lindelof, qui est connu pour The Leftovers en partie, voilà, qui est un plutôt bon scénariste dans l'art de créer des personnages et des séries. Et ça reprend, en fait, c'est une suite tardive du comics directement. Donc peut-être qu'il vaut mieux avoir lu le comics, ou en tout cas l'avoir un minimum en tête. Un petit résumé sur Wikipédia, admettons, mais en tout cas c'est une suite 20 ans après, enfin plusieurs années après, plusieurs décennies après, mais une suite directe quand même. Et surtout, comme le film de Snyder que les gens ont plus vu peut-être que lu, hélas, l'œuvre d'Alan Moore, c'est pas du tout la même fin. Oui. Donc, alors que la série reprend la suite du comics. Donc si vous avez vu que le film de Snyder, vous n'allez rien biter. C'est ça. Et oui, il y a une continuité nette. Et pour le coup, on parlait pendant qu'on parlait de Logan sur le côté la décrépitude des héros, ce qu'ils deviennent, etc. C'est un des sujets principaux de Watchmen. En plus, la série a le bon ton de retraiter le personnage de Rorschach comme il doit l'être, c'est-à-dire pas comme le héros qui est dans le film de Snyder, mais comme un justicier hors la loi, d'extrême droite, fasciste, dégénéré, ce que tu veux, et qui donne maintenant son nom, son visage à une milice fasciste qui part à la chasse aux flics. Et c'est une série qui brasse énormément de choses, qui est très très dense. Elle est hyper bien. C'est pas du tout à binger. Il y a des vrais moments assez durs et lourds et compliqués, et dès la première scène d'ailleurs. Et il y a, mais par contre, des partis pris esthétiques, de mise en scène. Il y a un épisode qui passe beaucoup, qui a un flashback en noir et blanc avec une succession de plans séquences. Enfin, il y a des idées, il y a une dizaine d'idées par épisode, c'est complètement fou, et les personnages sont des héritiers directs des personnages du comics. Enfin, il y a une vraie filiation, qui sont respectés, et qui en plus brodent leur histoire à travers les années 90-2000, ce qu'ils ont pu devenir, qui revient aussi sur une partie de leur passé pendant la guerre du Vietnam. Enfin, c'est hyper riche.
faut se le coltiner, c'est un peu un gros morceau, mais si jamais vous aimez le comics ou que vous avez eu envie de vous intéresser un jour au comics, commencez par le lire et penchez-vous sur la série ensuite, ça vaudra largement le coup. Et juste pour en glisser une autre, parce que la saison 2 va sortir en fin d'année, je rajoute un petit Invincible sur Amazon Prime, qui est la version animée, on va dire, de The Boys, dans le sens où il y a un côté des super-héros qui sont pas aussi vertueux et gentils et bienveillants qu'on voudrait nous le faire croire, et qui ont leurs problèmes à eux, plutôt liés à l'adolescence, mais pas que. Et comme c'est une série animée, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans des délires spatiaux, dans le côté trashos aussi, voilà, et qui montre vraiment la puissance de héros qui peuvent plus ou moins bien tourner, encore une fois, suivant leurs aspirations. Une série de comics créée par le même créateur que The Walking Dead. Ça vous donnera un petit peu l'ambiance. Voilà, et avec un super casting vocal. Vous avez Steven Yeun qui joue le personnage principal, J.K. Simmons qui joue son père, Sandra Oh qui joue la maman, Zazie Beetz qui joue aussi un personnage. Bref, il y a un casting de Maboule, et qui, dans la saison 2, ça sera encore plus fou à ce niveau-là. Et on va arriver à la fin de ce podcast, mais si jamais vous voulez aller plus loin, sachez que beaucoup de références qu'on a citées aujourd'hui sont aussi des articles sur legrandpop.fr. On parlait tout à l'heure de Joker pour le dernier, The Batman pareil pour le dernier, mais voilà, Watchmen, t'en as parlé, t'as fait un article dessus. On a pas mal de choses comme ça dont on a parlé qui sont que vous pouvez découvrir pour aller plus loin dans les colonnes de legrandpop.fr. Donc voilà, n'hésitez pas. Exactement, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se quitter. N'hésitez pas à aller nous soutenir, à aller voir ce qu'on fait en podcast, bien sûr, sur toutes vos applis préférées. Là où vous nous écoutez actuellement, on y sera. On continuera à y être de l'ordre de 2 épisodes par mois. C'est la tâche qui nous incombe pour cette saison. Mission. Voilà, avec des invités de temps en temps en fonction des sujets qu'on va vous faire découvrir également. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr, Twitter, Facebook, Instagram, pour suivre les nouvelles publications de podcasts et d'articles, ainsi que des rebumps des anciens articles quand l'actualité s'y prête. Et messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Otaxu ? Principalement sur youtube.com/Otaxu, O-T-A-X-O-U, où je fais du contenu relatif aux nouvelles technologies, la high-tech, le hardware, des tests, mais pas que. Sinon, sur les réseaux sociaux, @Otaxu, que ce soit sur Twitter, Instagram, toutes ces choses. Menro. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est @Menraw, M-E-N-R-A-W. Voilà, c'est pas compliqué. Je réponds avec un peu de délai, mais je réponds. Et moi, c'est de mon côté @phlegmatic_ sur Twitter et @phlegmatic sur Instagram, où vous pouvez voir un petit peu de tout, hein, selon mes envies du moment, du cinéma, de la musique. Voilà, il y a à boire et à manger. On vous dit merci de nous avoir écoutés jusque-là. Parlez-en autour de vous, faites-nous connaître. Oui, et dites-nous si vous avez aimé ou pas ce qu'on a fait. On espère que vous avez aimé, et on vous dit à dans 2 semaines, au mois prochain. À bientôt, en tout cas. Ciao, ciao. Des bisous. Bye.